Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Raconte-moi un OVNI. Toujours dans le but de vous relater les cas OVNI les plus marquants, je souhaite vous emmener avec moi au Canada, et plus précisément dans la province du Québec, afin de vous parler de deux événements marquants. N'hésitez pas à liker ou laisser un commentaire à l'issue de la vidéo si mon travail vous a plu. Allez, c'est parti, je vous emmène de l'autre côté de l'Atlantique. Nous sommes à Montréal, sur le toit du 17e étage de l'hôtel Hilton Bonaventure, le soir du 7 novembre 1990. Il est 19h15 et la nuit est déjà tombée. Ce soir-là, un épais manteau nuageux recouvre la ville. L'hôtel est luxueux et possède une piscine chauffée en terrasse sur son toit. Une baigneuse remarque soudain de drôles de lumière jaune qui stagnent très haut au-dessus de l'hôtel. Elle en avise tout de suite la surveillante de la piscine qui constate elle aussi le fait. Cette dernière appelle le directeur adjoint de la sécurité de l'hôtel, qui de son côté appelle sans attendre la police, car il craint que ce ne soient des débris spatiaux qui tombent sur la ville. Les clients du restaurant de l'hôtel ainsi que des employés sortent eux aussi sur la terrasse pour voir ce qu'il s'y passe. Ils sont tous subjugués par ce qu'ils y voient. Un des témoins, un pilote de la compagnie Air Canada, estima la position de vol de l'engin entre 1000 et 2700 mètres. Un agent de police dépêché sur place arrive à ce moment-là. Il est persuadé que tout cela n'est qu'une blague et que cette histoire de secoupe volante ne repose que sur des témoignages de clients de l'hôtel un peu trop alcoolisés. Mais lorsqu'il arrive sur le toit, il ne peut que constater lui aussi qu'il y a bel et bien un objet dans le ciel. L'engin d'une taille phénoménale est bien présent au-dessus de leur tête. Les témoins le décrirent comme une couronne ovale, sombre et métallique, munie de 6 ou 7 lumières blanches très puissantes qui passaient parfois du jaune au bleu et du bleu au rouge. L'agent de police prit la situation très au sérieux et en dressa un rapport précis. L'homme appela ensuite un agent de la section des enquêtes fédérales de la Gendarmerie royale du Canada pour qu'il vienne lui aussi établir de visu un constat du phénomène. L'enquête montrera que ce dernier a bien vérifié qu'il n'y avait pas d'opération militaire en cours dans le secteur, ce qui aurait pu expliquer les observations. Toujours depuis l'hôtel, le policier appelle l'aéroport de Dorval à 20h48. L'engin est toujours présent dans le ciel de Montréal. La tour de contrôle lui précise qu'il n'était pas le seul à signaler cette observation, mais lui précise que lui, de son côté, ne voit rien de spécial sur son écran radar. Le policier insiste, car il voit l'objet en même temps qu'il lui parle au téléphone. L'opérateur de la tour de contrôle réplique qu'il ne voit absolument rien de non identifié sur son écran radar. Le policier décide alors de contacter la Défense nationale. La réponse de son interlocuteur est plutôt légère. Il n'y attache pas beaucoup de crédit. Mais bizarrement, les témoins entendirent deux avions militaires passer à grande vitesse à ce moment-là dans le ciel du centre-ville. Le policier se souvient qu'un chantier de construction non loin de l'hôtel dispose de projecteurs. Il contacte les autorités concernées afin qu'elles fassent éteindre ces projecteurs pour vérifier si ces derniers ne sont pas à l'origine de cette observation. Mais non, bien que les projecteurs soient éteints, l'objet inconnu est toujours présent au-dessus de l'hôtel. Le journal La Presse est prévenu et dépêche un de ses journalistes, Marcel Laroche, au Hilton Bonaventure. Une fois sur place, ce dernier prend plusieurs photos de l'événement. Ces photos serviront plus tard à calculer la taille de l'objet, environ 540 mètres, soit l'équivalent de près de 5 terrains de football. Vers 22h30, l'objet finit par se déplacer petit à petit vers l'est de Montréal. Un homme rentrant chez lui en voiture aperçoit lui aussi l'OVNI passant au-dessus du stade olympique. Selon ce dernier, avant de s'estomper totalement, l'objet aurait même émis un son vibratoire très intense avant de totalement disparaître. Les sceptiques sur cette affaire conclurent de leur côté que tout cela ne fut probablement qu'une aurore boréale d'une rare luminosité. Malgré des centaines de témoins, malgré l'avis de spécialistes ainsi que des documents photographiques incontestables, rien ne fut commenté par les autorités. Le rapport de deux ufologues chevronnés, Guénette et Haynes, a conclu qu'un objet volant non identifié bien physique, solide et à 3 dimensions, émettant sa propre lumière et ne faisant pas seulement qu'en refléter, a bel et bien survolé le centre-ville montréalais ce soir-là pendant plus de 3 heures. Notre deuxième cas s'est déroulé la nuit du 23 juillet 1982 vers 23h, non loin du centre de Montréal, dans le quartier Sainte-Dorothée. Nuit-là, un des deux enfants de Denise Labre, accompagné d'un ami, font du camping dans un champ non loin de la maison. Il est tard. Avant d'aller se coucher, Denise discute avec son plus jeune fils, François, qui a 13 ans, lorsque subitement, une grosse lumière blanche, immobile, fait son apparition. La lumière se trouve à une très basse altitude. L'objet
silencieux, se rapproche des témoins. Ces derniers décrivent l'engin comme étant rond et ses parois sont comme dotées de nombreux réflecteurs de couleurs variées. Seules les lumières de couleur rouge clignotaient à tour de rôle, ce qui donnait l'impression que l'objet tournait sur lui-même. La tente des deux jeunes campeurs se situe non loin de la maison. Ils entendent alors les cris du petit frère. Soudainement, un rayon lumineux émet une chaleur que ressentent les 4 personnes. Ces derniers affirment unanimement que l'objet a émis un grand bruit sourd avant de disparaître. Les jeunes regagnent leur campement pour dormir et la mère, accompagnée du plus jeune fils, se dirigent eux vers la maison. Dans les minutes qui suivent, les 2 campeurs entendent des bruits bizarres à l'extérieur de la tente. Ils inspectent alors visuellement l'extérieur, mais la lampe qu'ils ont n'éclaire pas grand-chose. Michel, le frère de François, envoie son ami Stéphane chercher le plus petit frère afin qu'il ramène sa lampe de plongée plus puissante. Pendant qu'ils balaient le champ avec leur lampe, ils entendent des bruits de pas et aperçoivent des yeux incandescents orange. Ce sont les yeux d'un être que les témoins décriront comme mesurant environ 1,70 m, ayant une grosse tête, 2 longs bras et 2 jambes minces. C'est à ce moment que les témoins ressentent des douleurs inexpliquées au bas-ventre. Effrayés, ils repartent vers la maison. Madame Labre, à l'intérieur, voit les enfants revenir paniqués. La douleur au ventre durera une quinzaine de minutes. Les enfants décideront de rester dormir dans la maison cette nuit-là, mais n'arriveront pas à s'endormir avant les premières heures du matin. Les témoins appelleront la police le lendemain matin, mais son enquête ne débouchera sur rien de concret. Ces 2 événements montrent bien que le Québec recèle de nombreuses histoires d'ovnis qui valent la peine qu'on y consacre du temps. Ils démontrent encore une fois que le phénomène ovni est mondial et qu'il ne connaît pas les frontières. Que pensez-vous de ces 2 cas? Connaissez-vous des cas ovnis se passant au Québec? Si c'est le cas, je suis curieux de les lire en commentaire sous la vidéo. Je vous laisse ici en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt pour de nouvelles aventures ufologiques sur Raconte-moi un ovni. Ciao!